Le compteur s'est mis à 30 minutes et 30 minutes, c'est grossièrement le temps d'un lancement. Ça veut dire que les premiers mots que j'ai prononcés, s'ils correspondent au décollage de la fusée, les derniers mots que je vais prononcer dans 30 minutes correspondront à la séparation du satellite dans l'espace. Je vais commencer par faire un petit récapitulatif du temps de la conquête spatiale, puisqu'aujourd'hui l'espace nous paraît relativement proche. Il fait partie de notre quotidien à travers les applications des satellites que les satellites nous délivrent. Et aussi, moi, je vois la multiplication des films où l'espace est devenu presque un décor naturel, une sorte d'extension naturelle de la planète Terre. Et il faut savoir que la conquête spatiale a débuté seulement il y a 60 ans. Et en 6 décennies, la conquête spatiale a vraiment accompli énormément de choses. Donc je ne vais pas être exhaustif. Je vais simplement donner quelques éléments sur la conquête spatiale qui s'est faite sur plusieurs fronts. Le front géostratégique, scientifique et commercial. Donc là, je rappelle simplement quelques éléments. L'envoi du premier homme dans l'espace en 1961, Yuri Gagarin, suivi 8 ans plus tard par l'envoi les premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969. On a fêté d'ailleurs l'anniversaire des 50 ans cet été. En 1998, le début de l'assemblage de la Station spatiale internationale. Et puis je vais terminer par une petite fierté européenne. C'est la sonde Rosetta qui, après 10 ans de voyage dans l'espace, a atteint la comète Chury et en 2014 et a envoyé un petit robot sur sa surface qui était un exploit technologique très, très important et qui a été suivi dans le monde entier. Sur le front commercial, avec des applications plus domestiques, j'ai séparé 3 grandes époques, 3 grandes applications. D'abord la téléphonie qui a commencé avec l'envoi d'un premier satellite en 1972 qui était un satellite canadien. L'envoi du premier satellite dédié à la télévision 3 ans plus tard, en 1975, qui était lui un satellite américain. Et puis l'envoi du premier satellite dédié à Internet en 2005, qui était un satellite asiatique, la communication par satellite pour apporter une communication Internet est, on va le voir tout à l'heure, une application relativement nouvelle dans le domaine spatial. Alors le spatial français et plus généralement européen, il a commencé sous l'impulsion du général de Gaulle qui souhaitait apporter un accès indépendant et fiable à l'espace à la nation, avec la création en 1961 du Centre national d'études spatiales, le CNES. L'Agence spatiale européenne, elle a été créée 14 ans plus tard, donc en 1975, et Ariane Espace en 1980. Ariane Espace, entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui. Ariane Espace qui a été créée pour vraiment aller accrocher le marché commercial, pas le marché institutionnel, mais le marché commercial. Et donc historiquement, Ariane Espace est relativement présente à travers le monde. Depuis cette date, depuis 1980, Ariane Espace a opéré 5 versions d'Ariane 5, 5 versions d'Ariane, avec la version actuellement opérée Ariane 5. Elle opère également le lanceur moyen Soyouz, dans le cadre d'une coopération avec l'agence spatiale russe, et le lanceur léger Vega, qui a été introduit à Kourou, au Centre spatial guyanais, en 2012. Et dès l'année prochaine, Ariane Espace va se doter d'une nouvelle génération de lanceurs, Vega C, qui est une version augmentée de Vega, et Ariane 6, qui est donc la 6e version du lanceur historique Ariane. Donc, comme je vous l'ai indiqué, Ariane Espace est historiquement assez présent à travers le monde. Nous avons 3 bureaux à l'étranger, un à Washington, un à Singapour et un à Tokyo. Et nous opérons les lanceurs à Baïkonour au Kazakhstan, s'agissant du lanceur Soyouz dans le cadre de la coopération russe, et principalement donc à Kourou en Guyane française. Kourou qui est une localisation très pratique pour lancer des satellites, puisqu'il se situe simplement à 5 degrés au nord de l'équateur. Donc ça veut dire qu'on participe, on prend avantage de l'effet de front de la Terre qui tourne sur elle-même pour gagner de la puissance. Et puis on est surtout ouvert sur la mer. On peut lancer à l'est comme au nord sans craindre de mettre en danger les populations au sol.
Donc, comme je vous le disais, Arianespace opère une famille de 3 lanceurs. Le lanceur lourd Ariane 5 est principalement destiné à mettre en orbite des satellites lourds de télécommunications à 36 000 km de la Terre sur l'orbite géostationnaire, principalement. Et d'ailleurs, nous avons un nouveau lancement Ariane 5 qui est prévu ce soir. Donc je vous invite fortement à le suivre sur Internet. Vous pouvez le suivre en direct, c'est autour de 22 heures. Et comme ça, vous vérifierez que je ne vous ai pas dit de bêtises ce midi. Nous opérons aussi donc, le lanceur Soyouz, qui est principalement... il a beaucoup participé au déploiement de la constellation de navigation européenne Galileo, qui, elle, orbite à 22 000 km de la Terre environ. Et le lanceur léger Vega, qui est principalement destiné à déployer des satellites en orbite basse, notamment des satellites d'observation de la Terre et aussi des satellites scientifiques. Donc voici les orbites dont je viens de parler un petit peu en images. Donc depuis 1980, Arianespace a déployé plus de 600 satellites en orbite, notamment des satellites d'observation de la Terre en orbite basse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autour de 600-700 km de la Terre, des satellites de navigation Galileo, qui est la version européenne du GPS, plus précise, je le rappelle. Nous avons déployé plus de 50% des satellites actuellement en opération, satellites de télécommunication sur l'orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre. Et puis nous avons aussi envoyé des missions emblématiques d'exploration spatiale ou de science sur des orbites qui sont dites de libération, c'est-à-dire qu'on s'extrait vraiment du champ d'attraction de la Terre. Donc ce sont des satellites qui ne sont pas en orbite, qui vont aller faire des rendez-vous dans des espaces un peu plus lointains. Mais je vous propose de regarder ça en images. Nous avons en général un lancement par mois. Et les lancements que nous avons effectués les 12 derniers mois reflètent assez bien la diversité des missions que je viens de mentionner. Donc les satellites de télécommunication, ça en fait partie, sont lancés par deux, un en position haute, un en position basse. Là, c'était le satellite de la sonde Bepi Colombo qui est parti à la conquête de la planète Mercure, la planète la plus proche du Soleil. METOP-C, qui est un satellite de météorologie, à bord d'un Soyouz. Mohamed 6, qui est un satellite d'observation de la Terre, donc en orbite basse également, à bord de Vega. Un autre lancement double embarquant deux satellites de télécommunication qui vont larguer les satellites pour rejoindre l'orbite géostationnaire à 36 000 km. CSO-1 qui est un satellite militaire français pour la défense française. Un autre lancement emblématique qui est le lancement OneWeb, qui est une constellation dédiée à la connectivité à Internet. J'en parlais tout à l'heure. C'était le premier lancement pour ce projet à bord d'un lanceur Soyuz. O3B, qui est une autre constellation dédiée à Internet. Et notre nouvelle génération de lanceurs, Ariane 6 et Vega C, qui arriveront dès 2020. Voilà, vous avez vu sur ces images, c'est quelque chose d'assez frappant quand on assiste à une mission. C'est cette ambiance de liesse, où les équipes opérationnelles s'embrassent, se font des accolades. On ne voit pas ça que dans les films. Ça se passe vraiment dans la réalité. Et pour une raison très simple, c'est qu'un lancement, ça dure peut-être 30 minutes, mais les équipes travaillent ensemble depuis souvent plusieurs années pour aboutir au succès de la mission.
C'est le but du slide que je vais vous présenter ici, simplement pour vous rappeler la vie d'un satellite de télécommunication. Donc chaque satellite est unique. Là, je vous présente un exemple un peu typique d'un satellite de télécommunication l'opérateur doit réserver jusqu'à 7 ans en avance sa position orbitale. Ça veut dire qu'au-delà de 7 ans, il va perdre cette réservation, il va devoir en effectuer une nouvelle. Donc il a 7 ans pour lancer son satellite. Environ 3 ans avant le lancement, le satellite commence à être construit. Et 2 ans avant le lancement, l'opérateur signe un contrat de lancement avec un autre opérateur de lancement. Donc par exemple Arianespace, il choisit son lanceur et à partir de ce moment-là peuvent commencer ce qu'on appelle des missions, une sorte un grand travail de plusieurs mois de constitution de la mission spatiale, puisque chaque mission est unique. Et par exemple, où est-ce que le satellite va aller dans l'espace, comment il va être agencé dans le lanceur, avec quelle vitesse on va l'envoyer, est-ce que le satellite va pouvoir survivre cet événement extrêmement traumatisant qui est la traversée de l'atmosphère, etc., etc. Et une fois que ce travail-là est fait, la campagne de lancement peut enfin commencer en Guyane, à peu près 1 à 2 mois avant le lancement. Puis, après le décollage, après les 30 minutes de vol, le satellite va pouvoir rejoindre son orbite opérationnelle et il va pouvoir y rester environ une quinzaine d'années, voire davantage, en fonction de la quantité d'ergols qu'il a conservé à l'intérieur. Une campagne de lancement en Guyane, c'est, je vous l'avais dit, à peu près 2 mois. Donc, à 2 mois à peu près avant le lancement, les premiers éléments principaux du lanceur arrivent. Souvent donc, en bateau, là c'est l'étage principal. Quelques semaines après, le satellite arrive, lui, souvent par avion. Ils sont déposés dans des salles blanches. Les opérateurs vont pouvoir travailler sur les satellites, les remplir en carburant, etc. Ensuite, le lanceur, l'étage principal est érigé à la verticale, dans un bâtiment spécifique d'intégration lanceur. Les boosters latéraux, qui sont les boosters qui vont donner l'impulsion principale au lanceur, vont être accolés. Ensuite, les satellites vont être intégrés sur le lanceur. Ils vont être encapsulés sous ce qu'on appelle une coiffe, qui va les protéger des frottements de l'air lors de la traversée de l'atmosphère. Donc le lanceur, qui va être maintenant totalement constitué, va pouvoir être transféré sur son pas de tir à travers sur des rails à une vitesse très lente, puisqu'un lanceur c'est quelque chose de très très complexe. Et le jour, il est transféré à L-1, un jour avant le lancement, et ensuite le lancement peut avoir lieu. Donc, une demi-journée avant le lancement débute ce qu'on appelle la chronologie finale. C'est une séquence où on va s'assurer que le lanceur est bien prêt pour pouvoir décoller. Ça, c'est marqué par les remplissages du lanceur en ergols, de l'oxygène et de l'hydrogène liquide. Donc l'étage principal d'abord, à peu près 4 heures avant le lancement. L'étage supérieur qui va finir la mission à peu près donc à 3h40 avant le lancement. On refroidit les moteurs et à 7 minutes avant le lancement, on débute ce qu'on appelle la séquence synchronisée, qui est une séquence automatique et qui va faire une série d'actions pour s'assurer que le lanceur est prêt au décollage. S'il y a la moindre anomalie, on arrête la séquence synchronisée et on la recommence à 7 minutes. Et à 4 secondes avant le décollage, c'est l'ordinateur de bord du lanceur qui va prendre le contrôle. Et là, on peut dire que le sort du satellite est vraiment joué et chacun attend ensuite le déroulement de la mission pour voir si la mission a été un succès. À H0, c'est l'allumage du Vulcain, du moteur Vulcain à la base d'Ariane 5. Et 7 secondes plus tard, ce sont les boosters latéraux qui vont apporter 90% de la contribution à la poussée, qui vont s'allumer et qui vont arracher le lanceur du sol guyanais.
là, je vais avoir aussi une vidéo pour vous montrer les séquences pendant le lancement. Je vous ai dit, le lancement dure 30 à 40 minutes. Donc le principe est assez simple. Dès que quelque chose ne sert plus sur le lanceur, on s'en déleste, on le largue pour pouvoir alléger le poids du lanceur total. Donc d'abord, c'est à 2 minutes 20 la séparation des boosters qui ont fait leur travail, qui vont être séparés. Ensuite, à 3 minutes 21 à peu près, le lanceur a traversé l'atmosphère, il se retrouve dans le vide, on n'a plus besoin de la coiffe pour protéger les satellites, et la coiffe est séparée elle aussi. 9 minutes environ après le décollage, c'est la séparation de l'étage principal qui, lui, a fait le travail à son tour. Et à peu près 25 à 30 minutes est séparé le premier satellite, qui est en position haute. 10 minutes après, le deuxième satellite peut être séparé, et c'est à ce moment-là que, après quelques checks, on pourra annoncer le succès de la mission. Mais je vous propose de voir ça en images. 7, 6, 5, 4, 3. Donc, comme je vous le disais, d'abord l'allumage du moteur Vulcain. La fusée ne décolle pas, elle décollera 7 secondes après. Allumage UAP et décollage. L'allumage des 2 boosters à propulsion solide. Les boosters sont largués quand ils ont terminé leur travail. Suivi de la coiffe quand on a dépassé l'atmosphère. Donc là, on passe en image de synthèse. L'étage principal qui est largué à son tour, et c'est l'étage supérieur, le 3e étage, qui va continuer le travail. Qui va larguer le premier satellite en orbite. Sépare une sorte de structure qui protège les 2 satellites entre eux, et il va larguer le deuxième satellite 40 minutes après le décollage. Et à nouveau, ces moments de liesse qui peuvent se comprendre très facilement. Alors qu'est-ce qui se passe après la séparation? La mission pour le satellite ne fait que commencer. En fait, le lanceur, Ariane 5 et puis demain Ariane 6, ne largue pas le satellite directement sur son orbite opérationnelle. Il l'envoie sur une orbite dite intermédiaire. C'est un peu comme si je lançais une balle dans les airs. Il va suivre une trajectoire sans avoir d'énergie supplémentaire. Et donc le lanceur va séparer le satellite sur une trajectoire elliptique à 250 km d'altitude, qui est l'altitude moyenne, et à 36 000 km de ce qu'on appelle l'apogée. Et donc pendant ce temps-là, pendant quelques jours, le satellite va suivre cette trajectoire sur laquelle le lanceur l'a injecté. Le temps pour les équipes opérationnelles au sol de bien s'assurer qu'ils ont bien acquis le satellite, que le satellite fonctionne correctement, qu'il a bien déployé ses panneaux solaires, etc. Et c'est au satellite de faire la fin du travail, c'est-à-dire de faire une dernière poussée pour se circulariser à 36 000 km sur l'orbite géostationnaire, donc une orbite circulaire. Et il va y rester une quinzaine d'années pour délivrer ses services. Alors je ne peux pas évoquer le temps sans évoquer le futur. Vous l'avez vu, il s'est passé beaucoup de choses en 6 décennies, et la décennie 2020-2030 va être elle aussi très différente et marquée par de grands changements, et notamment au niveau des applications et des technologies des satellites. Donc là j'en balaye quelques-unes, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a aujourd'hui beaucoup de projets de constellations de satellites composés de 100 voire des milliers de satellites qui seront déployés dans l'espace, qui vont former une sorte de toile d'araignée autour de la Terre pour pouvoir apporter une connexion à Internet à n'importe quel endroit du globe, en complément des solutions terrestres. Le satellite est notamment assez important pour apporter une connexion à Internet dans les cibles mouvantes que sont les avions ou les bateaux ou même les voitures, les futures voitures autonomes. C'est aussi important pour des territoires assez fragmentés, des archipels, pour lesquels la solution terrestre n'est pas du tout compétitive et difficilement applicable. L'autre grande application qui passe aussi par l'envoi de constellations en orbite basse, c'est l'observation de la Terre pour des applications très diverses. Donc, au-delà des applications purement commerciales comme le soutien à des activités d'agriculture ou de bâtiments, ça va même jusqu'à compter les places vacantes dans un parking.
l'observation de la Terre est aussi un élément essentiel pour monitorer le changement climatique. Beaucoup de variables ne peuvent être mesurées que depuis l'espace, puisque l'espace et le satellite présentent un avantage évident, c'est celui de pouvoir faire un tour complet de la Terre en quelques heures et avoir une vision globale des changements climatiques qui sont à l'œuvre sur cette planète. Et puis, 50 ans après l'atterrissage et les premiers pas de l'homme sur la Lune, l'humanité se tient devant une nouvelle ère de l'exploration spatiale. Et ironiquement, c'est la Lune qui probablement sera la première étape. Au-delà de son intérêt très scientifique, la Lune a beaucoup de choses à offrir, et notamment l'exploitation de ses ressources, pas pour les ramener sur Terre, mais pour entreprendre une présence et des activités d'exploration à plus long terme dans l'espace. La Lune, par exemple, on sait qu'elle renferme de l'eau, elle renferme des minerais qui peuvent être utilisés pour la construction d'infrastructures, mais aussi de l'eau pour donc instaurer une présence humaine pérenne sur cet astre, et qui peuvent être utilisés aussi comme carburant pour des fusées qui décolleraient directement depuis la Lune et iraient dans des endroits encore plus reculés, par exemple sur la planète Mars. Alors, ces activités, elles sont évidemment très prospectives, mais il n'en demeure pas moins qu'avec les nouvelles ambitions chinoises et américaines, je suis persuadé que la prochaine décennie sera en tout cas dédiée en partie à la Lune. Ces nouvelles applications s'accompagnent d'innovations technologiques des satellites. Je vais prendre simplement deux exemples. La propulsion électrique, aujourd'hui un satellite est surtout en propulsion chimique. La propulsion électrique permet de réduire fortement la masse du satellite, jusqu'à 40-50% de sa masse. Donc on réduit le coût du lancement. Et un autre exemple qui est les satellites de service en orbite, qui sont des sortes de satellites citernes ou des espèces de remorqueurs qui permettront d'allonger la durée de vie d'un satellite déjà en opération sur son orbite en lui transférant du carburant ou en lui donnant une poussée supplémentaire pour qu'il tienne encore quelques années à délivrer ses services. Et donc dans ce contexte changeant du domaine spatial, le temps et la gestion du temps va être clé. Et comme je l'ai dit, l'Europe se dote d'une nouvelle génération de lanceurs qui sont Ariane 6 et Vega C, et qui vont permettre de jouer et de batailler contre ce temps au plus grand bénéfice des opérateurs de satellites. Et donc je vais vous présenter une autre vidéo sur le nouveau lanceur Ariane 6 qui devrait arriver l'année prochaine au Centre spatial guyanais. Ariane 6 qui est décliné en deux versions, une à 62, une à 64, avec 2 ou 4 boosters. Ça va jouer sur la performance évidemment.
au-delà de réduire le coût de cette nouvelle génération de lanceurs, ce qui sera le cas grâce à un processus industriel optimisé, le but et l'enjeu vraiment de cette prochaine décennie, ça va être de proposer des lancements sur mesure pour les satellites pour leur permettre d'optimiser au mieux leur vie en orbite. Et donc c'est le sens d'Ariane 6, c'est aussi le sens de Vega. Et je vais vous expliquer un petit peu très rapidement, s'il ne me reste plus beaucoup de temps, comment. Donc d'abord avec une campagne en Guyane qui va être considérablement raccourcie. Le lanceur va être plus rapidement opérationnel en Guyane, ce qui raccourcit le temps pour l'opérateur entre la construction de son satellite et son lancement. Et surtout, donc là je ne vais pas vous passer cette vidéo, je reprends l'exemple d'Ariane 6 qui est un lanceur très versatile qui bénéficiera d'une augmentation de performance par rapport à Ariane 5 et qui permettra d'injecter les satellites sur des orbites encore plus optimisées pour lui, ce qui lui permet d'économiser du carburant qui sera pleinement réutilisé pendant sa vie en orbite et pour délivrer ses services. Donc là je prends le cas de la propulsion chimique. Ce que peut faire Ariane 5 aujourd'hui, ce que pourra faire encore plus efficacement Ariane 6, c'est envoyer le satellite sur des orbites plus énergétiques. Par exemple, en augmentant ce qu'on appelle le périgée à 2200 km, et le satellite a besoin de fournir moins d'efforts pour rejoindre son orbite à 36 000 km. Un autre exemple, c'est par exemple d'injecter le satellite en augmentant l'apogée à 80 000 km. Et tout ça, ça permet, c'est des orbites plus énergétiques, qui permettent d'économiser pour le satellite de l'ergol, du carburant, et donc d'allonger son espérance de vie en orbite. Pour le satellite à propulsion électrique, c'est un petit peu différent. Je vous ai dit que le satellite électrique permettait de réduire sa masse et donc les coûts de lancement. En revanche, son temps pour la propulsion électrique étant moins puissante que la propulsion chimique, il met un peu plus de temps pour rejoindre son orbite opérationnelle. Et donc là, tout l'enjeu d'Ariane 6, ça va être d'injecter ces satellites sur des orbites pour réduire ce temps de montée vers l'orbite géostationnaire. Donc là aussi, on peut envisager d'augmenter le périgée à 2200 km, mais aussi, grâce au rallumage de l'étage supérieur d'Ariane 6, de l'injecter sur une orbite circulaire à environ 10 000 km d'altitude. Et c'est le satellite à propulsion électrique qui va pouvoir ensuite augmenter petit à petit son altitude pour rejoindre l'orbite à 36 000 km. Et puis je ne pouvais pas finir cette présentation sur le temps sans parler du futur encore plus lointain. Ariane 6 arrive en 2020, mais elle marque le début d'un cycle d'innovation qui est qui sera continu en Europe, de sorte qu'une Ariane 6 en 2030 ne ressemblera pas forcément à l'Ariane 6 qui arrivera en 2020. Donc là, je prends quelques exemples. Le développement par l'industrie européenne du moteur Prometheus, qui est un moteur potentiellement réutilisable et surtout 10 fois moins cher à produire grâce à des nouvelles techniques, notamment d'impression 3D. Le réutilisable qui sera testé et étudié à travers les projets Callisto, Themis, qui sont des prototypes de réatterrissage d'une fusée après un vol en orbite. Et puis, le dernier exemple, l'allègement de l'étage supérieur. Si on arrive à alléger la structure supérieure du lanceur, ça veut dire que c'est un gain de masse qu'on peut réinjecter directement sur les satellites et donc on augmente théoriquement la performance du lanceur pour les mêmes coûts. Voilà, donc ça fait exactement, je crois, presque 30 minutes que je parle. Donc là, le deuxième satellite a été séparé dans l'espace. La mission spatiale vient de terminer. Les gens s'embrassent, les gens sont contents. Et moi aussi, j'étais content de présenter ces éléments devant vous et je vous remercie de votre attention. Alors, je pense que personne ne vous dira à quoi ressemblera l'espace en 2030 aujourd'hui. Il y a des choses qui se décident. Il y a un conseil ministériel qui va se tenir là dans les prochains jours à l'ESA qui décide des grandes feuilles de route de l'avenir. Donc nous, ce qu'on sait à notre niveau, c'est qu'on va avoir une Ariane 6, qu'on a des programmes d'amélioration d'Ariane 6, comme je vous l'ai montré, qui sont prévus d'ici au moins à 2025. Ensuite, ce sont des feuilles de route, ce sont des intentions qui vont s'affiner avec le temps. C'est trop tôt pour dire à quoi l'espace ressemblera dans 10 ans, effectivement. Là, je vous ai présenté des intentions, des ambitions. Les Américains souhaitent, par exemple, renvoyer des hommes sur la Lune en 2025.
J'espère que ça se fera, je pense que ça se fera, mais il faut encore que les programmes avancent en temps et en heure et que les budgets et les ambitions soient conservés d'ici là. Un satellite, il ne reste pas donc indéfiniment en orbite. Quand on dit qu'il arrive à péremption, quand il n'a plus de carburant, parce qu'il doit utiliser à chaque fois un peu de carburant pour garder sa position orbitale. Ensuite, dès qu'il est censé garder un petit peu de carburant pour se désorbiter et se mettre dans des orbites qu'on appelle les orbites cimetières, s'éloigner en gros de l'orbite opérationnelle, aller un petit peu plus loin dans l'espace et rester dans l'espace pendant des années. Il y a beaucoup de satellites dans l'orbite cimetière, mais c'est une orbite qui pour l'instant qui ne sert pas, qui n'est pas opérationnelle. L'enjeu, je peux vous le dire, c'est surtout la multiplication des projets de satellites en orbite basse. L'orbite basse donc, est un espace encore plus restreint qui va voir le lancement de plusieurs centaines, voire des milliers de satellites. Et l'enjeu, ce n'est pas tant un enjeu de pollution, parce que c'est une pollution géographique, ce n'est pas une pollution chimique. Par contre, le risque, c'est de tout simplement plus pouvoir utiliser cet espace pour avoir des services sur Terre. Donc, je pense qu'il y a un effort, pas simplement au niveau national, c'est un vrai effort des agences, c'est un effort des opérateurs, c'est un effort des opérateurs de satellites et des opérateurs de lancement, que de pratiquer ce qu'on appelle une philosophie du best effort, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas laisser de déchets derrière soi et de conserver un petit peu de carburant pour se désorbiter et libérer la place à d'autres. Ils retombent généralement dans les océans, ce sont des parties, des structures vides, donc a priori non polluantes. Ils vont créer des épaves dans les océans. La majeure partie du lanceur aussi est désorbitée dans l'espace. Et pendant un lancement, et ce sera notamment le cas d'Ariane 6, nous conservons une partie de la performance du lanceur qui ne sera pas allouée au satellite, mais qui sera allouée au fait de désorbiter et donc de libérer l'espace quand la partie haute du lanceur est séparée, de ne pas laisser des débris sur des orbites opérationnelles, mais vraiment de garder un petit peu de carburant là aussi pour pouvoir les dégager sur des orbites qui ne sont pas utilisées et qu'on appelle poétiquement des orbites cimetières. L'espace est très très vaste. Donc, généralement, on a, avant de lancer, on vérifie bien que la trajectoire est libre, qu'on n'a pas un satellite qui va passer. Et notamment, on fait très attention, évidemment, au passage de la Station spatiale internationale qui est habitée. Mais voilà, tout ça est géré, tout ça est monitoré. Et donc, un lancement par mois, ça peut paraître beaucoup, mais l'espace est tellement immense. Là, on est situé à 36 000 km de la Terre. Donc, vous avez la place de mettre beaucoup de satellites. Vous avez des lois spatiales. Nous, en tant qu'opérateur européen de lancement, et notamment en tant qu'opérateur français, on est soumis à la loi spatiale française. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des lois et des règles qui sont édictées et on les suit. Les Américains suivent leurs propres règles aussi. Il y a aussi des règles qui sont édictées au niveau international, un peu plus floues. Mais voilà, je pense que c'est, comme je l'ai dit, ça fait quelques décennies que l'espace et l'activité spatiale est devenue très très intense. Et il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire pour pas que l'espace se transforme en une espèce d'espace Far West où le premier arrivé, le premier fait ce qu'il veut et laisse ensuite derrière lui une poubelle. Il y a du travail à faire. En tout cas, nous, c'est le message qu'on essaie de délivrer chez Ariane Espace et en Europe. Le travail doit être... il doit y avoir, c'est les agences. Il y a évidemment beaucoup de scientifiques dans les agences. Donc, c'est les agences et la puissance publique qui doit prendre ce sujet à bras-le-corps. Et surtout avec une coopération internationale qui est évidente puisque on y va tous ensemble. Oui, elle y est. Oui, il y a des institutions qui existent, qui sont destinées à coordonner un petit peu tout ça. Notamment, je le disais, sur l'orbite géostationnaire. C'est un peu moins vrai sur l'orbite basse puisque
elle était assez peu utilisée auparavant. Là, il y a vraiment une sorte de ruée vers l'or de l'orbite basse. Et votre question est tout à fait juste, ce qui nécessite d'ajuster la législation à ce niveau-là. Bah, c'est surtout la loi spatiale qui édicte les règles. Et donc, en fait, au niveau d'un lancement spatial européen, c'est surtout l'Agence spatiale française qui travaille en Guyane qui édicte ces fameuses règles de sauvegarde. C'est le CNES. C'est le CNES qui est vraiment responsable de la sauvegarde d'un lancement. La Lune est très intéressante pour de nombreux aspects, et notamment, enfin nous, les Américains ont envoyé des hommes sur la Lune sans vraiment savoir quoi étudier. C'était surtout pour une question dans le contexte de la guerre froide que vous connaissez. Mais finalement, on ne sait pas grand-chose de la Lune, on ne sait pas grand-chose de sa composition, on ne sait pas la façon dont elle s'est formée, on ne connaît pas sa composition à l'intérieur de la Lune. Je vous assure qu'il y a encore énormément de choses à savoir. Et la formation de la Lune, par exemple, savoir comment s'est formée la Lune, et donc ça passe par une exploration plus profonde de la Lune. Savoir comment elle s'est formée, c'est aussi remonter aux premiers instants de la formation du système solaire. Il y a aussi un élément qui est assez important, la Station spatiale internationale, qui est l'un des grands programmes de coopération internationale dans l'espace. Un succès assez formidable. Elle a prévu d'être arrêtée d'ici 2025. Et donc les États et les grandes agences spatiales réfléchissent à l'étape d'après. Et l'étape d'après, où est-ce qu'on va mettre cette coopération, où est-ce qu'on va mettre cet argent d'exploration. Et donc la Lune semble être la cible idéale. Elle n'est ni trop loin, ni trop proche. Elle permet d'un point de vue scientifique de tester des technologies qu'on ne peut pas tester à bord de l'ISS, puisque l'ISS reste trop proche de la Terre et est relativement protégé par son champ magnétique. Donc on peut tester avec des voyages vers la Lune des techniques de propulsion, des techniques de protection des radiations cosmiques. Et ça pourra servir à une étape plus lointaine dont tout le monde pense, c'est la colonisation, ou en tout cas l'exploration de la planète Mars.